Oui, bonsoir chers amis de l'Oasis et du Salon du Livre. Donc je me retrouve, non pas comme à notre habitude dans notre oasis, devant cette bibliothèque où vous me dites que vous prenez du plaisir à venir tous les jours, enfin à venir de temps en temps, où vous prenez beaucoup de plaisir à venir vous recueillir. Donc comme vous le savez très bien, une oasis n'est pas seulement un lieu physique, mais une oasis c'est aussi un lieu spirituel, un lieu de recueillement pour l'esprit. Et aujourd'hui, donc l'Oasis finalement deviendra ce lieu-là très particulier qui sera transporté ici au Salon du Livre de Genève. Voilà. Donc je vous souhaite la cordiale bienvenue et comme vous savez très bien, prenez vos aises, installez-vous, prenez du thé de menthe, prenez du saba, prenez du corosol et puis que sais-je d'autre, prenez un bon café aussi au cas où, allongez-vous sur l'herbe menue et posez toutes les questions comme d'habitude et je vais me faire un plaisir de répondre à tout cela dans la mesure du possible bien sûr. Donc aujourd'hui nous allons faire une percée, si je puis exprimer ainsi, dans le roman de Mariam Maba qui s'intitule Une si longue lettre. Donc c'est un roman qui est un classique de la littérature africaine. On va faire une percée dans ce roman et on va faire une lecture en gros qui va interroger la modernité en gros, donc la modernité et le féminisme en même temps. Donc on va se poser la question suivante, à savoir est-ce que l'émergence finalement du féminisme est en mesure de produire une modernité africaine? Voilà. Donc l'idée en fait elle part en fait de ceci. Donc on va peut-être déjà commencer par préciser les termes. Et peut-être juste avant cela de dire aussi aux amis du salon qui se trouvent ici que si vous avez une question à tout moment, vous savez que vous n'hésitez pas à la poser. L'idée étant justement de pouvoir créer une discussion et puis de pouvoir créer voilà, une discussion qui pourrait être utile pour tout le monde. Ben écoute, oui mon cher Kani, bonne fête nationale au Togo. En effet, le salon est très très bruyant. En tout cas, j'espère que sur Facebook, vous m'entendez très bien. Le salon, il est très bruyant. Mais j'espère quand même qu'au niveau de la sonorisation et puis des mots que vous allez pouvoir quand même capter, le plus utile à capter dans tout cela. Voilà. Je vais donc peut-être préciser quelque chose. Donc on va vraiment interroger le féminisme donc en tant que courant marginal. Donc à partir du moment où les femmes ont une position marginale dans la société, donc on va interroger le féminisme en tant que courant marginal. Et en tant que courant marginal, on va se poser la question dans quelle mesure est-ce qu'il est à même d'influencer la modernité africaine. Et si par exemple ce qu'on peut appeler modernité africaine peut ou est même déjà à lire à l'aune justement du féminisme. Donc peut-être pour préciser comme cela les termes, donc surtout de l'emploi en fait que je ferai de la modernité. Donc ce que je peux en fait dire, mais ça sera plutôt une clarification plutôt qu'une définition très extensive qui nous prendrait beaucoup de temps. Donc l'idée au niveau de la modernité, elle est la suivante. Elle est en fait de définir la modernité comme étant l'actualité, le temps actuel et en comprenant le temps actuel comme étant, disons, un ensemble de discours, un ensemble d'objets, un ensemble de technologies qui existent à un moment précis et sur lesquelles finalement on peut s'appuyer pour définir et pour dire qui sont les gens à tel ou à tel moment dans une société. Donc c'est véritablement un discours, ce sont des technologies qui vont définir tout cela. Bienvenue à Alissa, là je te souhaite la cordiale bienvenue depuis notre oasis qui s'est déplacée au niveau du Salon du Livre de Genève. Donc l'idée de la modernité, elle est la suivante. L'idée de la modernité est qu'il y a la technologie et que c'est la technologie finalement qui change le monde. Et que l'introduction par exemple d'une nouvelle technologie va entraîner l'émergence d'une nouvelle manière de penser et l'émergence de cette nouvelle manière de penser finalement va créer un nouveau paradigme et c'est ce nouveau paradigme là qui va définir la modernité. Donc si on prend un exemple simple par exemple, c'est-à-dire que les moyens de contraception, salut mon cher Isaac, je te souhaite la cordiale bienvenue depuis le Salon du Livre de Genève. Donc l'idée en fait de la modernité serait donc la suivante, c'est qu'à partir du moment où par exemple il y a des moyens de contraception qui sont apportés aux femmes par exemple, donc les femmes à partir de là, donc qui est finalement une simple solution technologique, ces nouveaux moyens de contraception vont entraîner un changement au niveau de la manière dont les femmes se perçoivent elles-mêmes et au niveau de la manière dont elles perçoivent leur rôle dans la société. Et à partir de là, elles vont
produire un nouveau discours qui visera à changer la société. Donc voilà un peu l'idée de la modernité finalement, qui est qu'à la base il y a une technologie, et c'est une technologie qui va entraîner un changement dans la manière dont les individus se voient eux-mêmes, surtout dans la manière dont ils se voient dans la société, et c'est ce changement finalement de la manière dont ils se voient ou aimeraient être vus dans la société qui va modifier la société, créer un nouveau paradigme et définir donc la modernité dans le sens où je vais l'utiliser dans cette analyse donc du roman Une si longue lettre de Mariam Abba. Voilà, donc ayant dit donc les choses ainsi, donc on peut donc se poser maintenant la question suivante. On peut donc se poser la question, par exemple, est-ce que dans le contexte sénégalais, donc qui est le contexte du roman, est-ce qu'il y a finalement donc une technologie, par exemple, donc du style des nouveaux moyens de contraception, par exemple, qui ont été mis en place, ou bien des questions liées par exemple à l'éducation sexuelle et puis ainsi de suite. Donc quelles sont finalement ces nouvelles technologies qui ont assuré l'émergence du féminisme? Et c'est là où donc la discussion devient justement très intéressante, parce que en partant de la définition de modernité, on introduit l'idée que, j'introduis l'idée que la modernité ne peut être qu'endogène, alors que dans par exemple le cas du roman de Mariam Abba, on assiste plutôt à un phénomène totalement différent. Donc ce qu'il faut peut-être déjà noter, donc au niveau de l'émergence de la modernité dans le roman de Mariam Abba, c'est la chose suivante, c'est que on a deux amis en gros. Donc peut-être pour faire ce résumé de cette manière. Donc on a deux amis, donc on a Ramatoulaye et Aïssatou. Et donc Ramatoulaye qui est mariée à Modou. Et Modou, donc suite au décès de Modou, Ramatoulaye écrit une longue lettre, finalement, donc qui est une série de 27 lettres. Donc ils vont suivre en fait les jours des funérailles. Donc ils vont s'étirer sur un peu plus de 40 jours justement. Donc au fil des jours, elle va écrire une lettre à son ami ou alors compléter et puis raconter finalement toute leur vie et puis ses espérances par rapport à l'avenir. Et donc ce qui va en fait se produire finalement, c'est la chose suivante. Ben, salut ma chère Ndjolé, je te souhaite la bienvenue depuis le Salon du Livre de Genève où nous faisons un commentaire donc, du roman Une si longue lettre de Mariam Abba. Et donc ce qui va donc finalement se produire donc, au fil des 40 jours donc, de cette confidence-là qui va s'établir entre les deux femmes, va finalement, qu'est-ce que ça nous révèle finalement? Ça nous révèle donc que les deux femmes, elles font partie de ce qu'on peut appeler l'élite, on peut appeler de l'élite intellectuelle, donc de l'élite intellectuelle sénégalaise. Donc qu'est-ce que je veux en fait dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont relativement donc des filles qui se sont connues, des femmes qui sont connues dans leur jeunesse. Donc dans leur jeunesse, elles ont ensemble été dans une école, disons, de formation de femmes. Et à l'époque, par exemple, où existait l'AOF, donc l'Afrique occidentale française. Donc en gros, elles ont été formées finalement pour être celles qui allaient constituer l'élite future de ce pays-là. Et donc constituant en fait donc cette élite, elles ont eu justement dans leur parcours donc à avoir une enseignante, enfin une directrice, donc la directrice de cette école-là qui était française. Donc la source donc finalement de leur féminisme, donc la personne qui attire leur attention et puis qui leur montre finalement qu'elles sont des femmes et qu'en tant que femmes elles ont des droits, qu'elles ont des devoirs et qu'elles ont un impact possible au niveau de la société. Donc c'est cette enseignante française, la directrice française, qui au final va leur ouvrir, on va dire, une connaissance par rapport aux droits de la femme. Donc une approche comme cela, par exemple, donc, tendrait à dire que, disons, les prémices donc, du féminisme tels qu'ils apparaissent dans le roman, donc Une si longue lettre de Mariam Abba, tendrait à dire qu'il s'agit d'une implantation, on peut dire comme ça, donc une implantation occidentale, donc à travers justement cette enseignante-là, donc qui va finalement les éduquer donc à leurs droits, finalement, donc à leurs droits de la femme. Voilà. Donc c'est un peu la première approche finalement à ce niveau-là. Donc qui est que le féminisme en Afrique, disons dans le cas du Sénégal, est un phénomène, on peut dire, d'acculturation, c'est-à-dire donc d'appropriation finalement de valeurs venant d'étrangers. Est-ce qu'il y a une assimilation ou pas de ces choses? La discussion finalement même porte sur tout le roman finalement. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand même la chose suivante, c'est que on se rend en fait compte de ceci, on se rend compte que au fil du roman finalement les valeurs féministes sont acceptées.
C'est-à-dire, il y a même au niveau des termes qui sont employés pour traduire le féminisme, on part par exemple au départ donc d'une, comment je vais dire ça, donc au lieu d'utiliser le terme du style émancipation de la femme, on parle par exemple de promotion de la femme. Donc au niveau même de la manière dont c'est de concevoir le rôle que la femme pourrait avoir dans la société. Et donc partant de promotion de la femme, on aboutit au final à libération de la femme. Donc, et ça c'est le discours finalement de Ramatoulaye. Donc qui peut être très intéressant justement dans sa manière de s'envisager elle comme individu, on va dire, dans une certaine manière, individu féministe. Donc qui au départ va penser par exemple, disons, le destin de la femme en tant que promotion, simplement, donc promotion comme un produit par exemple, et au final arriver à la libération. Donc ce qui est très intéressant dans le cheminement de sa pensée, qu'on ne va pas étudier, mais qui, à mon avis, est très intéressant à relever si on veut comprendre un peu ce roman. Voilà. Donc en fait, cela dit, pour donc finalement interroger, donc on est parti déjà du principe que on a une greffe, on va dire, donc une greffe du féminisme occidental sur le territoire, en gros, on peut dire de l'AOF, hein, donc à cette époque-là, donc le territoire de l'AOF, donc un peu avant les indépendances, d'une greffe occidentale. Mais ce qui quand même est intéressant à observer, c'est la chose suivante. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il y a une appropriation de cette lutte féministe, par exemple. C'est-à-dire qu'on apprend, par exemple, que il y a des programmes, par exemple, comment on peut dire ça, des programmes donc pour contrôler donc pour le contrôle des naissances, par exemple. Donc il y a des programmes de contrôle de naissance, par exemple, qui sont mis en place. Il y a par exemple l'accès aux filles à l'éducation, par exemple, qui est aussi promu donc au niveau du Sénégal. Donc qui nous laisse en fait comprendre que après cette implantation, on va dire, hein, donc cette implantation occidentale, ou cette tentative finalement d'implanter l'idée du féminisme, qu'il y a une certaine forme d'appropriation. Et l'idée finalement donc du roman, donc de l'analyse que je vais porter sur le roman, ça sera donc la chose suivante, c'est dans quelle mesure est-ce que finalement la société sénégalaise va s'approprier ces valeurs féministes, et comment est-ce qu'au niveau par exemple donc, de l'élite intellectuelle, hein, donc, que Ramatoulaye représente, comment est-ce que cette élite intellectuelle elle-même va utiliser ces idées féministes pour définir finalement la modernité, enfin ce qu'on peut appeler modernité africaine. Est-ce que même elle y réussit? Parce que c'est aussi ça le grand défi, est-ce qu'ils réussissent finalement donc grâce à ce mouvement marginal de redéfinir ce qu'on pourrait appeler donc la modernité africaine. Donc voilà en fait tout le but donc de mon analyse. Et pour commencer, je vais peut-être préciser je vais peut-être donc commencer par dire la chose suivante. Donc dire en fait que on est face à un roman intimiste, donc qui nous parle de rapports interpersonnels, d'une femme avec son mari, d'une femme avec son ami, d'une femme avec disons le monde familial qui l'entoure. Donc c'est un roman relativement intimiste et qui est précisé rapidement dès le départ, hein. C'est-à-dire que quand Ramatoulaye dit donc dès le départ que elle utilise ce cahier dans lequel elle va écrire ses différentes lettres au fil des jours, comme point d'appui de son désarroi, et en disant que la confidence noie la douleur. Donc là, l'aspect qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend compte que qu'il y a la question du dire qui est très importante là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut dire finalement et comment on peut le dire. Et je pense que la forme qui est utilisée ici est très intéressante pour témoigner de la question du dire. C'est-à-dire, le roman, à peu près, l'époque dans laquelle se déroule le roman, c'est à peu près 20 ans après l'indépendance du Sénégal, donc c'est dans les années 1980 à peu près. Donc on peut très bien supposer que Modo Fall, donc, qui est un syndicaliste, le mari de Ramatoulaye, ayant une certaine aisance matérielle, parce qu'au final, après avoir été opposé au gouvernement, il se rallie finalement à la politique du gouvernement pour obtenir ne serait-ce que quelques avancées sociales pour les ouvriers. Donc on peut supposer qu'à partir de là, c'est une famille, disons, qui vit dans l'aisance. Ils ont une villa, ils ont des voitures et puis ainsi de suite. Donc on peut aussi très bien supposer que le téléphone ne leur manque pas, donc qu'ils pourraient très bien utiliser un téléphone pour communiquer. Et que justement, dans le cas échéant, Aïssatou, donc qui est l'amie de Ramatoulaye, qui se situe aux États-Unis, où elle est interprète à l'ambassade du Sénégal, pourrait très bien décrocher son téléphone et puis appeler son ami qui vit un deuil. Hein. Je pense que c'est quand même le moyen, disons, le plus commode en cas de deuil. Et on est très surpris donc d'apprendre en fait que
elle a plutôt écrit à son ami, hein, et que son ami lui répond aussi par un écrit. Donc, ce qui laisse comme cela entendre que même si elles se seraient téléphonées, ce qu'on ne pourrait pas exclure, la teneur de ce qu'elles ont à se dire, en tout cas de ce qu'elles ont à échanger au travers des lettres, ne pouvait peut-être pas passer par la voix, mais avait besoin d'être distancié par rapport à, disons, une expression beaucoup plus directe. Donc, que ça avait besoin d'être réfléchi. Donc, ce qui laisse finalement donc comprendre que, au niveau même de cette parole, finalement, qui avait à s'exprimer, de cette parole qui avait à sortir, donc de cet échange qui devait être mis en place, en fait, qui s'est mis en place entre les deux femmes, la profondeur de l'échange était telle que le moyen de la parole n'aurait pas suffi pour exprimer autant de choses. Donc là, on est vraiment devant une femme qui perd son mari, qui aime encore son mari, qui est désespérément amoureuse de lui, qui même, malgré le fait qu'elle ait été trompée, en fait qu'elle se soit retrouvée deuxième épouse, par exemple, donc reléguée et puis oubliée par son mari, a continué à l'aimer et n'a pas du tout voulu couper le lien, on peut dire affectif, avait finalement besoin de ce canal-là, de ce recul, de cette solitude de l'écrit pour pouvoir, quelque part, mettre un point final à cette relation avec son mari, parce que c'est véritablement à cela qu'elle va aboutir. Donc, ayant dit cela, pour finalement donc apprécier les phénomènes donc de comment est-ce qu'une marginalité, par exemple, va influencer une société et changer finalement le paradigme, parce que c'est ça notre véritable question, c'est est-ce que le féminisme peut changer la modernité africaine et l'inscrire vers quelque chose d'autre qui n'existe peut-être pas maintenant. On est quand même d'accord que le cadre, hein, c'est-à-dire que le cadre, quel que soit le changement qu'on veut apporter à une société, le cadre dans lequel ce changement s'apprécie, c'est le cadre de la famille. Je pense qu'on peut être totalement d'accord. C'est-à-dire que dès le moment en fait où une nouvelle manière de vivre ou bien une technologie peut changer les rapports dans une famille, c'est l'un des signes, disons l'une des preuves les plus évidentes que elle a réussi, hein, et que finalement elle a une influence prépondérante au niveau de la société. Donc comment est-ce que l'introduction du discours féministe finalement pourrait être entrevue dans le cadre familial? C'est-à-dire qu'il y a deux propositions, hein, et qui sont clairement indiquées par Ramatoulaye au niveau du roman. C'est par exemple déjà au niveau de la constitution elle-même de la famille. C'est-à-dire que Ramatoulaye par exemple nous dit que pour elle, par exemple, la constitution de la famille, ce serait un homme et une femme qui se choisissent librement et puis qui décident de s'associer. Voilà. Donc il y a une idée comme cela finalement d'une certaine égalité, mais elle précise encore dans la complémentarité. Donc en introduisant encore finalement la question qu'en plus de l'égalité, il y aurait quelque chose d'autre de naturel finalement, hein, parce que l'idée de la complémentarité introduit le fait que les individus ne seront pas seulement réduits à leurs droits, mais leur nature propre même doit être prise en considération. Sinon l'idée de complémentarité ne serait pas importante pour elle, mais ce serait plutôt comme l'idée du dialogue. Parce que si on part sur l'idée que c'est par exemple par les droits et les devoirs que les individus s'associent pour faire les choses ensemble, on ne parle plus de complémentarité, mais plutôt de dialogue et de discussion entre eux. Donc il y a vraiment une approche pareille qui est très intéressante chez Ramatoulaye. En plus maintenant de cela, une autre des choses à laquelle on devrait justement s'attendre, c'est par exemple la forme de la famille. C'est-à-dire qu'on devrait par exemple s'attendre à ce que la forme de la famille change. On est dans une société sénégalaise qui est un tout petit peu particulière. C'est une société en fait qui est à cheval, disons, entre des traditions, on va dire purement africaines, et puis l'islam. Donc, ce qui signifie par exemple qu'il y a un mix comme ça qui s'est opéré donc, entre la tradition africaine et puis l'islam, où la lisibilité même finalement de ce qui s'appelle tradition est très compliquée, parce que parfois la tradition va tendre à une interprétation par exemple de l'islam, et parfois la tradition aura des accommodements, et puis ouais, donc la tradition pourrait être vue comme un accommodement de, disons, certaines pratiques ou bien certains comportements qui ne sont pas du tout islamiques. Et donc, en termes de structure de la famille, par exemple, donc on devrait s'attendre, puisqu'il y a une idée quand même d'égalité qui est posée en termes de principe, on devrait s'attendre, par exemple, parce qu'il y a une contestation du principe islamique qui voudrait qu'un homme puisse avoir 4 femmes, par exemple. Donc, c'est une des attentes à laquelle on est en droit, disons, d'avoir. Ce qui ne va pas du tout se produire dans le roman, mais c'est quand même une attente qui est totalement légitime dès le moment où on pose la question du droit et où on pose la question de l'égalité entre l'homme et la femme. L'autre élément aussi auquel on pourrait s'attendre, c'est la taille
de la famille elle-même. Donc quand je dis la taille de la famille, disons c'est la descendance, donc c'est la filiation. C'est-à-dire que l'idée ici derrière est la suivante. L'idée est de dire que dès le moment où une femme s'émancipe, par exemple, et où elle est en mesure, disons, de gérer un tant soit peu son propre corps, donc d'être relativement responsable de son propre corps, et dès le moment où elle est finalement en mesure de faire par exemple, de la contraception, donc où elle a une éducation et puis ainsi de suite, on s'attend en fait à ce qu'elle fasse moins d'enfants. C'est-à-dire l'une des conséquences en fait de l'éducation, c'est d'avoir moins d'enfants. D'où en fait cette surprise donc justement avec Ramatoulaye, qui est que étant une institutrice, travaillant, par exemple, quand elle raconte comment elle doit gérer sa vie familiale avec sa vie professionnelle, on a vraiment l'impression qu'elle vit en Occident. Donc, il n'y a même pas de différence entre finalement une femme africaine qui est active, qui travaille, avec une femme européenne, par exemple, qui travaille et puis qui a ne serait-ce qu'un enfant. Donc, et malgré tout ça, donc malgré toute cette vie aussi chargée, on est surpris qu'elle ait eu 12 enfants. Donc, ce qui nous interroge aussi, donc, dans la manière dont finalement sa féminité va impacter la société et notamment va impacter sa propre vie. C'est-à-dire que finalement, à quoi ça a pu lui servir d'avoir toutes ces valeurs féminines, toutes ces valeurs de libération finalement de la femme pour se retrouver prisonnière d'une vie familiale. Donc c'est encore des aspects comme cela qui nous interrogent au niveau du roman. Et l'autre aspect encore, qui est relativement intriguant, c'est le rapport même par exemple avec la tradition. C'est-à-dire que l'idée, elle est la suivante. L'idée en fait c'est de dire que dès le moment où, disons, les femmes se mettent à revendiquer des choses, par exemple, donc se mettent à revendiquer des droits, se mettent à revendiquer une adaptation de la société ou bien un changement de la société, ça nous laisse simplement en fait comprendre que la société telle qu'elle fonctionne au moment précis où elles sont en train de revendiquer des choses n'est pas adaptée à elles, n'est pas adaptée à leurs besoins finalement de s'épanouir. Donc c'est des choses aussi simples que ça. Donc d'où en fait à un certain moment on s'attend à une opposition et à une opposition relativement forte. Et ce qu'on note par exemple c'est que la force finalement qui s'oppose à l'émancipation des femmes, cette force là c'est ce qu'on appelle la tradition, donc la tradition on peut dire islamique en gros. C'est véritablement cette force qui s'oppose à l'émancipation des femmes. Et donc par rapport à cela, on s'attendrait à ce que les femmes, justement, pour s'émanciper, entrent en opposition, en confrontation donc avec cette, disons, cette pensée dominante, là, cette tradition dominante là, donc au niveau de la société. Et justement, au niveau du roman, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Donc, ce n'est pas du tout ce qui se produit, c'est-à-dire qu'on a même plutôt une sorte d'accommodement. On a même plutôt une sorte d'accommodement. Et on tire même en plus une leçon qui est très intéressante à ce niveau-là, qui est la suivante. Donc, Ramatoulaye, donc, comme je le disais, elle écrit à son amie, donc Aïssatou. Et donc, l'itinéraire, par exemple, d'Aïssatou, à mon avis, peut être très intéressant pour, à peu près, présenter ce qui peut apparaître comme une solution, finalement. Et une solution qui ne pourrait même plus se vivre de l'intérieur. Ouais. Parce que Ramatoulaye, donc au final, elle est d'une origine, disons, elle est d'une famille de bijoutiers. Hein. Donc ils travaillent l'or, les métaux précieux et puis ainsi de suite. Et visiblement, donc dans la société sénégalaise, ceux qui travaillent l'or, ces métaux précieux, ne sont pas eux-mêmes considérés comme des personnes importantes. Hein. Donc on les considère comme des personnes d'une autre caste. Donc étant en présence d'une société de caste, et son mari, donc qui est l'ami du mari donc Modou, du mari de Ramatoulaye, lui étant d'une origine princière, donc il est totalement inconcevable qu'il puisse se marier avec une bijoutière. Il faut bien aussi comprendre là que le mariage il est fait par libre consentement. Donc Maodo, donc le mari de Aïssatou, donc il se marie avec elle par libre consentement. Donc on est vraiment là dans un choix, il n'y a plus de mariage imposé ou bien de mariage arrangé entre les familles par exemple. Mais bon, forcément sa mère elle va tenter de détruire ce mariage, et n'ayant pas réussi à détruire ce mariage, au final elle va prendre une jeune fille qu'elle va éduquer de manière à finalement remplir la mission qu'elle aurait elle-même souhaité remplir, et c'est cette jeune fille que Modou va épouser. Et la conséquence donc ça sera que
Aïssatou devra divorcer. Donc elle va prendre en fait ce choix, hein, elle, de divorcer en disant que dès le moment où on s'est marié sous le libre consentement et que toi tu prends une seconde épouse en te revendiquant de la loi islamique, donc tu brises finalement une sorte d'alliance, hein, donc de ce fameux dialogue dont je parlais là, de ce contrat. Tu brises donc ce contrat qu'on a établi toi et moi. Et moi, la seule solution que j'ai, c'est de divorcer. Et quand elle divorce, par exemple, elle prend des cours donc, de traduction et elle se retrouve à l'ambassade des États-Unis où elle gagne relativement bien sa vie, où elle a une grande aisance matérielle. Elle fonde une sorte de famille monoparentale, hein, voilà, donc avec ses enfants. Et on sait qu'elle est même tellement bien financièrement qu'elle va même offrir une Fiat 125 à son ami Ramatoulaye, ce que par exemple son mari n'a pas été en mesure de faire pour elle, par exemple. Voilà. Donc voilà deux démarches finalement qui sont relativement intéressantes. Donc d'une part, la démarche d'Aïssatou qui est en fait finalement de dire que il n'est peut-être même pas possible pour elle en tant que femme sénégalaise de pouvoir exprimer, disons, ou alors d'être prise en considération dans toute sa féminité dans cette société-là. Et la solution, apparemment pour elle, a été d'être à l'étranger. Et c'est à partir de l'étranger où elle a pu assumer un statut de femme seule, donc de fonder une famille monoparentale et d'accomplir finalement un projet où elle se sent en communion avec elle-même. Et quand on regarde justement de l'autre côté, donc par rapport à son amie Ramatoulaye, ce qui est relativement intéressant parce qu'elle, elle est au Sénégal, donc de se demander mais comment est-ce qu'elle finalement elle arrive à se défaire, hein, ou alors à s'arranger avec tout cela, c'est là où on commence à entrer dans l'interrogation. Et l'interrogation, elle est en fait la suivante. L'interrogation, elle est de se demander si la greffe finalement féministe que cette directrice européenne a tenté d'opérer en Afrique a réussi ou pas. C'est ça finalement donc la véritable question. Et malgré ce qui peut apparaître comme apparence, on se rend en fait compte d'une chose. On se rend en fait compte que cette greffe, en gros, elle a été opérée à peu près dans les années 50, 60, quelque chose comme ça. Donc dans les années 50, 60, ou alors on peut dire 40, 50, 60 à l'Afrique, à peu près sur 30 ans. Donc où la greffe a tenté d'être faite. Et si on veut par exemple, c'est-à-dire interroger, disons si la greffe a réussi, puisque Ramatoulaye nous a appris, donc elle est institutrice, donc elle nous a appris par exemple que dans la société dans laquelle elle est, ben, les femmes ont droit à l'instruction, puis ainsi de suite, elles connaissent aussi une forme de promotion sociale, ou alors en tout cas elles sont de plus en plus instruites. Donc on peut par exemple, donc, pour apprécier justement si la greffe a marché, de regarder la deuxième génération, c'est-à-dire de regarder la génération des enfants. Hein? Parce qu'au niveau du roman, Ramatoulaye et Aïssatou sont la première génération donc, de femmes émancipées, de femmes féministes. Et au niveau de la deuxième génération, qu'est-ce qu'on observe? On peut justement regarder les femmes. C'est-à-dire que les femmes qui ont été épousées par Maodo et puis Modou, par exemple. Donc pour voir, parce que finalement, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ce soit la petite Nabou, donc que Maodo a épousé, ou alors que ce soit Binetou, donc que Modou a épousé, elles ont à peu près le même âge que la première fille de Modou, donc à peu près dans les 17, 18, voire 19 ans, donc à l'âge à peu près du baccalauréat. Donc ce sont véritablement les enfants de leur mère, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc les deuxièmes femmes ont l'âge de... peuvent être considérées comme les filles des premières épouses finalement. Donc il y a vraiment un saut de génération. Et donc de s'intéresser finalement à cette deuxième génération-là peut nous renseigner si la greffe féministe a pris ou pas. Et qu'est-ce qu'on observe en fait au niveau de cette deuxième génération? C'est-à-dire que si on prend par exemple la petite Nabou, hein, donc celle qui a été formée par la mère de Maodo, qui est d'origine princière et puis ainsi de suite, on observe en fait qu'elle a fait des études de sage-femme, donc elle est relativement, elle a une certaine instruction, on va dire, elle a donc une certaine instruction, mais que par contre, elle travaille aussi, justement, donc elle travaille, c'est pas du tout une fille qui est entretenue et puis ainsi de suite, mais que par contre, elle ne se
elle ne se défait pas, disons, de l'influence de sa belle-mère. C'est-à-dire que sa belle-mère lui a assigné une mission qui est celle d'être l'épouse de son fils, et elle ne se départit pas de cela. Donc, que malgré finalement le fait qu'elle travaille, malgré le fait que elle a fait des études, malgré le fait qu'elle est impliquée dans une forme de vie sociale, par exemple, qu'elle n'attende pas tout de son mari, il en demeure quand même pas moins que son ancrage par rapport aux traditions est très fort. Et qu'elle, justement, n'a pas du tout de problème à accepter, par exemple, le mariage marié, enfin, le mariage arrangé auquel on l'a assigné. Donc, ce qui interroge justement, donc, et je pense que vous pourrez aussi être d'avis que par rapport à l'émancipation, ça peut poser un problème. Et le deuxième cas, donc, c'est par rapport à l'épouse de Maodo. Donc, l'épouse de Maodo qui s'appelle Bintou. Et donc, Bintou, elle est plutôt d'une origine, on va dire, très pauvre. Hein, elle est d'une origine très pauvre. Et on sait que sa mère trimait, par exemple, pour pouvoir leur donner à manger, et puis ainsi de suite. En gros, elle passait son temps à assurer leur survie, hein, d'après ce que le roman nous dit, donc passer le temps à assurer leur survie. Et qu'au final, c'est une pression, hein, donc, de sa mère. Donc sa mère lui met une forme de pression pour lui dire, écoute, tu dois accepter de te marier avec ce vieux parce qu'il va nous assurer. Enfin, il va m'assurer une retraite. Hein, il va m'assurer une retraite, il va m'assurer une aisance matérielle, et puis je vais pouvoir me couler une retraite heureuse, je vais pouvoir me reposer de toutes ces tâches ménagères et ainsi de suite que je fais depuis autant d'années. Et on voit donc par exemple que dans le cas de Bintou, donc, qui arrête les études, hein, à peu près au niveau du baccalauréat, parce que c'est l'amie de la première fille de Modou. Donc elle arrête les études au niveau du baccalauréat à peu près. Et ce qu'on observe donc au final, c'est qu'elle a une vie, on va dire, relativement de plaisir. C'est-à-dire qu'elle veut se faire plaisir, elle sort, par exemple, elle convertit son mari à la vie nocturne, où ils vont en boîte de nuit, ils s'amusent, et puis ainsi de suite. Elle est dépensière, elle roule en Alfa Romeo, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc elle est gâtée, et puis elle impose finalement, disons, un rythme de dépense à son mari, et semble-t-il même que c'est ce rythme de dépense là finalement qui ont conduit Modou à décéder d'une crise cardiaque. Donc il était sûrement surmené par toutes les obligations qu'il avait par rapport à sa deuxième épouse. Donc ces deux profils, à mon avis, je pense que nous indiquent donc clairement que la greffe féministe n'a pas opéré. C'est-à-dire que la tradition qui était finalement le principal obstacle, hein, on va dire, donc le principal obstacle à l'émancipation des femmes, reste encore un élément relativement important, relativement puissant au niveau de la manière dont les individus se déterminent et où même les individus agissent dans la société, par exemple. Voilà. Donc, au final, donc, pour revenir à notre question de départ, donc est-ce que la greffe féministe a marché? Est-ce que le féminisme a entraîné une redéfinition, par exemple, disons, de la place de l'homme et de la femme dans la société? Est-ce que finalement, même ça traduit une nouvelle modernité africaine? La question est ouverte, elle est posée, et à mon avis, la réponse, elle est non. Que le féminisme n'a pas réussi en Afrique à créer une nouvelle modernité. Et pour en fait, expliquer cela, je vais partir de ceci. Donc, de cette greffe finalement, donc il y a une greffe qui s'est opérée, enfin il y a une greffe qui a été tentée, hein, on va dire. Donc on sait déjà que la greffe elle vient de l'extérieur, hein, donc par une enseignante. Donc on est vraiment dans le cas du roman. Hein. Là, je ne parle pas du tout de mes interprétations. Enfin, je ne fais que interpréter le roman. Donc la greffe vient de l'extérieur. La greffe finalement ne semble à aucun moment tenir compte de facteurs endogènes. Je pense qu'on est dans le cas d'une enseignante, par exemple, qui arrive en Afrique, sûrement donc peut-être par la coopération. Je pense qu'à cette époque, on parlait de l'assistance technique, la coopération, ainsi de suite. Donc elle arrive en Afrique, elle a devant elle la fine fleur des filles africaines, donc qui viennent de tout l'AOF, donc un grand ensemble de pays dans l'Ouest africain sous la colonisation française, et qui simplement va vouloir appliquer, on va dire, des méthodes européennes à l'Afrique. Donc à enseigner simplement que voilà,
nous, en Europe, on pense les choses comme ceci, et voilà comment vous devez aussi penser les choses. Et ce qui se produit, même au niveau donc, de la génération, donc là déjà c'est le premier, on va dire le premier obstacle, c'est-à-dire que dès le moment où l'idée ne s'incarne pas, et où l'idée ne prend pas en considération certains déterminismes, on va dire locaux, il y a de fortes chances qu'elle ne réussisse pas. Et c'est par exemple l'une des raisons, on va dire, ou bien l'une des explications pour lesquelles la greffe au final ne va pas réussir. Et où la bascule au niveau des années 80 va se produire et où donc cette deuxième génération de filles qui sont les deuxièmes épouses des maris, au final vont plutôt se caractériser par une sorte de régression finalement dans la question des droits des femmes. L'une des premières explications, elle est celle-là. C'est vraiment une approche, on peut dire, paternaliste. C'est-à-dire que par rapport au état d'évolution de la pensée chez nous et puis ainsi de suite, la femme doit évoluer comme ceci. Et donc, vous apprenez simplement cela et faites-le. Point. Première approche. Donc, il n'y a pas du tout d'intériorisation ou bien de démarche endogène. La deuxième chose qui se produit aussi, c'est la chose suivante. La deuxième chose qui peut expliquer éventuellement l'échec est liée au fait que cette génération, finalement, comme donc de Ramatoulaye ou bien d'Aïssatou, elle-même, elle n'entre pas en rapport critique par rapport à ce qu'elle reçoit. C'est-à-dire qu'elles ont reçu finalement, disons, un corpus, on peut dire un corpus idéologique. Elles n'entrent pas en rapport critique par rapport à ce qu'elles reçoivent, première chose. Et deuxième chose aussi, c'est qu'elles s'accommodent de la société dans laquelle elles vivent, par exemple. C'est-à-dire que quand on prend le cas typique de Ramatoulaye, par exemple, son niveau d'accommodement, c'est-à-dire que ça ne peut même plus ressembler à de la résistance passive. C'est-à-dire que c'est plutôt d'essayer de faire, par exemple, le moins de vagues possible. Par exemple, dans le fait, on peut dire, qu'elle se plie, disons, à cette tradition, par exemple, du veuvage. Bon. On comprend très bien qu'elle aime son mari, malgré le fait qu'il est abandonné, elle continue à l'aimer, qu'elle a envie de porter son deuil, ce qui est totalement compréhensible. Mais on peut aussi quand même comprendre que au niveau de l'exaspération, par exemple, que peut susciter le fait que sa coépouse ait à cohabiter avec elle au niveau du même domicile, que ne serait-ce que pour cela, elle est à exprimer un refus. Et par exemple, là, dans le cas échéant, pour tout ce qui touche finalement à la tradition, pour tout ce qui touche donc à l'islam, elle s'est manifestée comme ne voulant pas ou alors n'étant pas toujours en mesure de s'opposer à ces règles. Même s'il y a quand même un cas exceptionnel, il y a quand même un cas exceptionnel sur lequel je vais peut-être m'appuyer plus tard, juste pour traduire en fait donc l'évolution de sa pensée, qui est au départ finalement la promotion de la femme pour arriver à la libération de la femme. Donc voilà par exemple les différents, à mon avis, les différents obstacles. Donc, ils peuvent expliquer pourquoi est-ce que cette greffe, finalement, du féminisme occidental, donc que cette directrice a tenté d'opérer dans cette AOF-là, à travers ses futures institutrices, n'a pas du tout marché. Donc, pour donc résumer, premièrement parce que elle n'a pas pris en compte dans des paramètres locaux, par exemple, et puis deuxièmement aussi parce que celles qui ont reçu cet enseignement ne sont pas entrées dans un rapport critique par rapport à leur propre société elle-même, même si, voilà, tu sais que, même si, par exemple, Ramatoulaye témoigne, mais elle n'entre pas en rapport critique, c'est qu'elle ne s'oppose pas. Donc, il y a vraiment une dimension comme ça de comme je n'appellerais même plus de résistance passive, mais qui est plutôt de dire on va essayer de faire le moins de vagues possible au niveau de la société. Donc il y a une acceptation comme cela qui, au final, va déboucher quand même sur une sorte d'exutoire où la parole va se libérer, mais c'est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles aussi la greffe n'opère pas du tout. L'autre, et peut-être pour faire la transition, la greffe encore donc, ne va pas opérer. Donc, en gros, elle sera tentée, si je peux m'exprimer ainsi, pendant les années, disons, 40, 50, 60. Et comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la deuxième génération, le fait que, par exemple, malgré, disons, des avancées, par exemple, sur les moyens de contraception au niveau des femmes, malgré des avancées, par exemple, sur l'éducation, l'instruction, le droit à l'instruction et ainsi de suite, on va quand même observer qu'il y a un échec
hein, clair au niveau de cette deuxième génération-là, simplement parce que elles ont, d'une certaine manière, renoncé. Parce qu'elles se sont accommodées, par exemple, de choses comme le mariage arrangé, elles se sont accommodées comme, par exemple, le fait que l'homme doit continuer à garder sa place prépondérante dans la société, donc, par exemple, en étant celui qui pourvoit à toutes les ressources, qui nourrit la famille, et puis la femme demeure donc dans son rôle de consommatrice, finalement, et puis l'homme dans son rôle de chasseur. Donc, il y a vraiment cette bascule au niveau de la deuxième génération qui montre que ça a totalement réussi. Et donc là, on est en fait amené finalement à se dire quoi? On est finalement amené en fait à se dire que la tradition au final a gagné. C'est-à-dire que la tradition a gagné et que la modernité peut-être donc africaine n'a pas du tout été influencée, disons par n'a pas du tout, mais a été très peu finalement influencée par les idées féministes. Et si on prend le cas par exemple de Ramatoulaye, au niveau de la fin par exemple, donc au niveau de la fin du roman, c'est encore à mon avis relativement énigmatique. C'est-à-dire qu'au niveau de la fin du roman, ce que on peut observer, c'est la chose suivante, c'est qu'elle considère qu'en tant que femme, elle s'envisage, c'est qu'elle ne peut pas s'envisager par exemple au-delà d'une relation amoureuse. Et c'est par exemple cette explication en fait qu'elle donne qui justifie par exemple la raison pour laquelle elle n'a pas divorcé comme par exemple son amie Aïssatou. C'est-à-dire qu'en disant que comme moi en tant que femme je ne peux pas m'envisager seule par exemple, donc je ne peux pas accepter d'être seule, je ne peux pas me voir sans quelqu'un d'autre à côté de moi pour supporter disons le poids des jours et puis pourquoi pas pour rêver ensemble. Donc cette exigence finalement personnelle qu'elle a, elle l'utilise en justification du fait qu'elle n'ait pas eu à divorcer, par exemple. Donc, ce qui nous interroge encore, c'est-à-dire que ce qui nous interroge encore, parce que une des observations qu'on peut faire, par exemple, au niveau de l'émancipation des femmes, c'est que, si on prend peut-être le cas ici en Europe, que la solitude dans laquelle certaines femmes peuvent se retrouver, par exemple, dans leur désir d'émancipation, cette solitude-là, elle, même si elle est difficile à vivre, elle est acceptée d'une certaine manière. C'est-à-dire que la solitude sera acceptée dans le sens où, ne pouvant pas avoir en face de moi un partenaire avec lequel je vais m'épanouir, au final, je préfère rester seul et m'assumer seul. Donc, dans le cas de Ramatoulaye, par exemple, donc, même si je ne veux pas du tout extrapoler au niveau du contexte et puis au niveau de l'environnement et puis ainsi de suite, donc, même s'il ne s'agit pas de deux sociétés similaires, on peut quand même s'interroger sur le fait que, malgré finalement cette trahison de son mari, en prenant une deuxième épouse et en sachant même par exemple que cette trahison elle s'est faite totalement sous le coup du secret, c'est à dire qu'elle a juste découvert à la dernière minute, on voit les gens arriver chez elle que son mari prenait une deuxième épouse. Donc on est quand même amené à se poser la question que comment malgré cette trahison là, au final elle n'arrive pas à envisager que une relation avec un homme peut, enfin, n'est pas forcément ce qu'il faut pour une femme. C'est-à-dire que, ou alors, une relation avec un homme qui aurait brisé finalement un socle commun sur lequel la relation serait bâtie. Ouais? C'est vraiment ça qui est relativement intéressant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'on prenne le mariage de Ramatoulaye avec Modou, ou alors qu'on prenne le mariage de Maodo avec Aïssatou, ce sont deux mariages qui se sont faits sur le consentement mutuel. Donc si par exemple, ils se sont mariés dans les années 50 à peu près. Donc si dans les années 50, ils ont été en mesure de se marier sur la base du consentement mutuel et même en opposition avec leur famille, comment ça se fait que dans les années 80, quand leurs enfants se marient en deuxième noces avec leur mari, ça se passe sous le régime de mariage arrangé finalement. Voilà. Donc on peut vraiment, c'est encore vraiment l'autre grande, la grande illustration, on peut dire, de l'échec finalement de cette greffe féministe au niveau
donc de la société sénégalaise, et puis pourquoi pas on peut aussi élargir au niveau du continent africain. Donc, comme ça, juste en termes d'illustration, pour un peu parler de la place, hein, donc de la place de la femme qui travaille. Donc justement, quand Ramatoulaye, elle nous parle donc la bataille qu'elle doit opérer entre, d'une part, s'occuper de sa famille et entre d'autre part, s'occuper de ses activités professionnelles. Donc je vais juste vous donner une petite lecture d'un passage qui va témoigner de tout cela. Donc elle dit: allez leur expliquer qu'une femme qui travaille n'en est pas moins responsable de son foyer. Allez leur expliquer que rien ne va si vous ne descendez pas dans l'arène, que vous avez tout à vérifier, souvent tout à apprendre, à reprendre. Ménage, cuisine, repassage. Vous avez les enfants à débarbouiller, le mari à soigner. La femme qui travaille a des charges doubles, aussi écrasantes les unes que les autres, qu'elle essaie de concilier. Comment les concilier? Là réside tout un savoir-faire qui différencie les foyers. Voilà. Donc, toute une époque, on va dire, donc toute une époque où finalement on sort avec la conclusion que ce soit Ramatoulaye, que ce soit Aïssatou, elle nous propose finalement deux alternatives, on va dire, discutables sur la manière dont finalement une femme peut tenter de s'assumer. En partant du principe que changer les traditions finalement est très compliqué. Donc l'une des premières solutions donc, que Aïssatou nous propose finalement, c'est en plus de l'éducation. C'est-à-dire que finalement l'éducation, alors l'instruction n'est plus suffisante. Hein, comme on a vu dans les deux cas, c'est que l'instruction n'est plus finalement suffisante, mais qu'en plus de l'instruction, il y a finalement quelque chose à conquérir du domaine, disons, du pouvoir économique. Et c'est en fait cette conquête du pouvoir économique finalement que donc c'est cette conquête du pouvoir économique que Aïssatou réussit à faire aux États-Unis par exemple. Et grâce à sa position, elle peut finalement avoir une influence, que ce soit sur la vie même de son ami Ramatoulaye et puis sur plein d'autres choses. Donc il y a une première approche donc, comme cela qui serait donc une sorte d'extension, on va dire, donc, de la capacité finalement des femmes à changer la société, qui serait d'agir sous, disons, du point de vue économique. Donc d'avoir ou bien d'accroître, on va dire, leur capital économique, et qu'à partir de ce capital économique-là, elles aient la mesure d'influencer les sociétés dans lesquelles, en fait, dont elles sont issues. Donc voilà une première proposition donc, Aïssatou nous fait par rapport à ça, voilà, par rapport à la place que les femmes pourraient occuper. Et la deuxième proposition, donc celle de Ramatoulaye, qui elle reste au Sénégal, qui décide de faire avec cette société-là, c'est finalement, comment on peut dire, au terme de sa résignation, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au terme de sa résignation, alors au terme de son accommodement, c'est-à-dire qu'elle au fil du roman, elle dit comment est-ce qu'elle a essayé de s'accommoder, d'être ouverte à la famille de son mari, d'être serviable d'être arrangeant par rapport à son mari, et puis ainsi de suite. Donc au terme finalement de disons, ce comportement qui vise toujours à arranger, toujours à mieux faire, à bien faire, à plaire à tout le monde au final, au 40e jour, il y a quelque chose qui se produit. Et c'est à mon avis la deuxième alternative que le roman nous propose par rapport à finalement une manière de faire rejaillir ou alors renaître cette greffe féministe-là que cette directrice blanche avait tenté d'opérer sur cette société, disons, sénégalaise au temps de l'AOF. Donc cette deuxième tentative, donc, au niveau du 40e jour, donc, il y a une tradition, semble-t-il, qui est que on fait l'héritage. Hein, donc on fait l'héritage, c'est-à-dire qu'on va distribuer les biens. Donc la famille, par exemple, du mari va prendre les biens du défunt, et ainsi de suite. Et ce qui se produit même souvent, c'est que ça se produit en défaveur, par exemple, de la femme qui, elle, doit continuer à éduquer les enfants. Voilà. Donc on oublie qu'il y a des vivants
qui sont là et qui doivent continuer à vivre avec ces biens-là. Donc il y a d'abord cette première étape. Et en plus donc de ça, les biens aussi, donc la femme, parce qu'il faut aussi le dire, c'est que la femme, d'une certaine manière, était considérée comme un bien. Donc, que ce soit même les amis du mari, par exemple, ou les frères du mari, reprenaient la femme. Hein, donc, ils reprenaient la femme. Donc, comme on dit, corps et bien. Donc, l'héritage est vraiment géré de manière corps et bien. Donc, il se produit donc que le frère de Modou, donc son frère aîné, qui n'a pas fait les mêmes études que Modou, donc qui est plutôt d'un niveau de revenus bien économique relativement faible, on peut dire, donc, relativement faible, demande donc à Ramatoulaye, enfin il même pas demande, il impose à Ramatoulaye, ben, je te prendrai en épouse, donc toi tu seras mon épouse, puis tu feras partie de mon cheptel, quelque chose comme ça. Et donc c'est là où Ramatoulaye, qui sur tout le roman s'est caractérisé par son caractère arrangeant, son caractère doux, son caractère très sérieux. Là, elle dit, je ne peux plus me retenir, il faut que je parle. Là, je ne peux plus me retenir, je dois me révolter, je dois parler. Donc cette parole-là, qui dans cette société est très compliquée à exprimer, comme on l'a dit dès le départ. C'est-à-dire que si elle utilise le canal, par exemple, de l'être, ce n'est pas peut-être parce qu'il manque, ce n'est pas parce qu'il y a une absence de téléphone, parce que dans les années 80 à peu près où le roman se déroule, il y a sûrement un téléphone, en plus compte tenu du niveau social de Modou, donc il y a forcément un téléphone dans cette maison, donc elle a dû parler avec son mari, mais cette parole finalement émancipatrice de la femme étant difficile à sortir, a eu besoin donc du canal, par exemple donc des cahiers, de la lettre, de l'écrit pour être mise en mots. Et de la même manière aussi cette parole donc justement donc de la femme résignée, qui accepte, qui est accommodante vis-à-vis de tout le monde, elle surgit finalement presque vers la fin du roman. Donc quand on lui dit, ben voilà, il faut que tu acceptes, donc le frère de Modou dit, ben voilà, il faut que tu acceptes de devenir mon épouse, voilà, tu feras partie de mon cheptel. Et là, elle refuse, elle dit non, je n'accepte pas, je dis non, je refuse. Donc, il y a aussi une proposition comme cela, à mon avis, qui est formulée donc par Ramatoulaye. C'est-à-dire que la proposition, elle est donc la suivante, elle est de dire que l'attitude finalement, pour changer la place de la femme dans la société, et peut-être pour la petite histoire, c'est que Tamsir, donc le frère de Modou, il a accepté et puis, disons, il a reculé. C'est-à-dire que quand Ramatoulaye lui a dit non, je m'oppose à cela, même l'imam qui était là a fermé sa gueule. Donc comme quoi finalement, avec une certaine force de conviction, avec une certaine détermination au niveau de la parole, les gens peuvent se plier et puis accepter finalement, parce que c'est quand même un grand pari pour quelqu'un qui essaie toujours d'être accommodant par rapport à la tradition, finalement de dire non, moi je vais parler et je m'oppose à cette tradition-là et je réaffirme mon principe qui est que je veux être avec quelqu'un par mon libre choix. Ce n'est à qui que ce soit de m'imposer avec qui je dois être. Voilà. Donc, voilà véritablement la deuxième proposition aussi, à mon avis, qui est très intéressante à mettre en avant et qui, dans une grande mesure, peut être une des sources, finalement, de renouvellement du discours féministe en Afrique. Voilà. Donc, entre, finalement, l'approche d'Aïssatou, qui est de dire, je vais aller fonder une famille monoparentale à l'étranger, elle apparaît peut-être beaucoup plus simple comme proposition, même si économiquement, cela lui offre, disons, la capacité de pouvoir influencer beaucoup plus, disons, donc de manière beaucoup plus pertinente la société sénégalaise par rapport à Ramatoulaye qui, elle, au final, donc va se réveiller et puis va entrer comme ça dans une forme de contestation, ou même si je peux dire d'affirmation finalement de ce qui sont ces principes cardinaux, à savoir, on ne fonde pas une famille sur la base d'un arrangement entre parents ou bien entre alliés, mais c'est sur une base individuelle que cela va totalement se fonder. Est-ce que tout cela, au final, va aboutir, disons, à... donc, est-ce que, au final, les transformations, disons, auxquelles on est à même de s'attendre donc dans une société vont aboutir avec l'option que Ramatoulaye nous propose? La question est forcément difficile à répondre, mais
à mon avis, le pari pourrait être tenté. C'est que le pari pourrait être tenté, qui est celui donc de l'affirmation, disons, de certains principes forts hein, au niveau des femmes. Et on peut même encore dire que si cette affirmation s'accompagne d'un pouvoir économique, il y a de fortes chances que le féminisme influence véritablement la modernité africaine, que la taille des familles, que même la pensée des hommes africains puisse changer, pour autant que les femmes acquièrent économiquement une certaine aisance et surtout qu'elles continuent à être affirmatives, on va dire, donc qu'elles continuent à revendiquer de manière très véhémente, de manière très dure leurs droits et qu'elles résistent devant les autorités, qu'elles soient temporelles ou bien spirituelles. Voilà, chers amis de l'Oasis, j'arrive au terme de cette analyse donc, qui visait à savoir si le féminisme, on va dire donc si le féminisme a eu ou peut avoir une influence sur la modernité africaine. Donc nous avons défini à peu près comment on entendait cette modernité, nous avons vu les différentes options qui nous étaient proposées et au final on est arrivé à une certaine forme de synthèse comme cela qui serait de dire que pour que le féminisme influence de manière profonde la société africaine, il faudrait qu'en même temps que les femmes revendiquent leurs droits, elles doivent aussi impérativement acquérir un pouvoir économique. Voilà à peu près une lecture que je vous ai proposée donc de Une si longue lettre de Mariam Abba. Comme vous le savez très bien, ceci est une proposition et surtout une invitation à lire. Alors je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans mon atelier laboratoire, dans cette oasis où vous me dites jour après jour que vous prenez beaucoup de plaisir à vous recueillir, qu'avec des briques de mots, avec ces bribes de mots que nous avons construites, vous ajoutez de l'humain à l'humain, vous ajoutez de la civilisation à la civilisation. Chers amis de l'Oasis, je vous souhaite le bien cordial bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.